Cherche de la vérité et nous sommes sur la partie 4 de la traduction de l'interview, de l'entretien de Gabor Maté chez Franck Barat. Donc Franck Barat qui est belge, Gabor Maté qui est de nationalité canadienne mais qui est né en Hongrie, qui est né pendant l'Holocauste et dont les parents sont morts pendant l'Holocauste. Voilà. Je rappelle pour les gens qui n'ont pas vu les parties 1, 2 et 3, déjà allez les voir, que Gabor Maté explique que, numéro un, l'Holocauste n'est pas une singularité historique et que, en fait, les colonialismes européens du 19e siècle ont fait des horreurs tout à fait similaires, que malheureusement, à l'heure actuelle, cela continue, notamment avec la politique d'Israël en Palestine, que, notamment dans l'épisode 2, Gabor Maté nous explique que, en fait, dès les origines, le projet sioniste était un projet, comment dire, qui devait supprimer le peuple palestinien dès le début. À partir du moment où ils ont commencé à aller en Palestine, le projet nécessitait d'éliminer les Palestiniens. Donc le projet de nettoyage ethnique existe depuis très longtemps. Il a mentionné à un moment donné Miko Peled. Miko Peled, je l'ai retrouvé ici, et vous voyez Miko Peled à l'intérieur de la société malsaine d'Israël qui systématiquement torture et viole des Palestiniens. Donc ce sera le prochain projet de traduction, ce sera cette vidéo, Miko Peled, qui est israélien par naissance et qui a décidé de se casser de cette société malsaine. D'accord? Voilà, donc ça pour dire que c'est encore une nouvelle personne de l'intérieur qui nous dit ces gens-là sont des malades, ces gens-là sont des fous. Dans la partie 3, Gabor Maté nous expliquait que le lavage de cerveau depuis la naissance dans la société israélienne était assimilé le sionisme à une sorte de secte. D'accord? Donc c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement nocif, et malheureusement, en France, on a très peu d'informations là-dessus, puisque il y a un lavage de cerveau qui est fait pour, c'est ce que j'appelle la propagande, qui est fait pour vénérer, faire un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, etc. Et pour les gens qui sont choqués lorsque il y a, comment ça s'appelle, le député de la France Insoumise qui avait brandi un drapeau palestinien dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, alors que personne n'était choqué quand il y avait les hommages inconditionnels, les soutiens inconditionnels à Israël avec le pins d'Israël. Ben, vous voyez, Miko Peled, qui était par naissance israélien, lui, il arbore un pins avec le drapeau de la Palestine. Et derrière, si vous regardez, qu'est-ce qui est écrit? Palestine House for Freedom. Palestine House of Freedom. Donc la maison de la liberté de la Palestine. D'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement important d'apprendre l'anglais pour pouvoir accéder à des informations auxquelles vous n'avez pas du tout accès en France. Pour pouvoir couper l'herbe sous le pied de tous les guignols. Vous voyez la différence fondamentale qui est entre les guignols qui passent chez Hanouna et des gens intelligents qui parlent posément, avec des arguments, et qui disent les termes. Dans l'interview de Miko Peled, que j'ai déjà commencé un petit peu à regarder, il dit que ça fait des décennies qu'il y a des génocides, que ça fait des décennies qu'il y a des viols, que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de l'armée israélienne contre les Palestiniens. Donc quand il dit ça fait des décennies, ça veut dire que le monde n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Ça fait des décennies. Allez, on est reparti avec notre ami Gabor Maté. Donc là, c'était la fin de la partie 3 où il parlait de comment est-ce qu'on fait pour gérer lorsque on ne trouve pas les mots pour expliquer, pour décrire les horreurs auxquelles nous faisons face. Comment est-ce qu'on fait pour canaliser ces sentiments de violence, d'horreur, d'impuissance, etc., alors qu'on ne trouve pas les mots pour décrire ces horreurs. Il dit il faut simplement les ressentir, les accueillir et vivre avec. Et savoir que vous n'êtes pas seul. Au contraire, c'est même un signe d'humanité. C'est le contraire qui serait surprenant si vous ne ressentez pas
à de la violence, de l'horreur par rapport à l'horreur et la violence qui est perpétrée depuis des décennies, c'est que vous avez une sorte de déficit d'humanité. Et je veux dire, j'ai juste été à travers ça et j'ai juste fait un tour en Europe, dans 6 pays, pendant 3 semaines. Je n'ai pas fait la Belgique, mais j'ai été en Hollande, au Danemark, en Angleterre et en Europe de l'Est. Et je peux te dire que j'ai rencontré des gens de partout qui avaient, qui avaient les mêmes sentiments. Pas la majorité, peut-être. La majorité a une façon de se distancier de la réalité, et ils sont plus à propos de quelle équipe de football euh, ga- gagne le prochain match, plutôt que de ce qui se passe dans d'autres parties du monde. Mais partout, j'ai rencontré des gens qui étaient des gens avec des cœurs brisés. Et c'est bon d'être au contact d'autres people qui ont des cœurs brisés. Euh, et ayons nos cœurs brisés ensemble. Mais au-delà de ça, autorisons-nous juste à ressentir ce que nous ressentons. N'essayons pas de les canaliser, de les bloquer. Comment est-ce que tu as géré ces émotions? Je me rappelle, j'ai regardé une interview que tu as donnée il y a 4 mois à la chaîne TRT. Alors TRT, c'est une chaîne turque. 4 mois, ça veut dire qu'au moment où j'enregistre cette vidéo, on est en octobre 2024. D'accord? Donc 4 mois précédemment, ça veut dire en juin 2024. Et donc, où tu disais que cette fois a été la plus lourde et la plus sombre de ta vie, et c'était il y a 4 mois. Et je vous rappelle, encore une fois, hein, pour les gens qui sont bouchés, Gabor Maté, survivant de l'Holocauste. Et il dit que la pire période de sa vie, c'est ce qui se passe à Gaza. Parce qu'il y a 4 mois, c'est ce qui se passe à Gaza. Et il dit, 4 mois plus tard, c'est malheureusement encore comme ça. Et donc, à part mon expérience en tant qu'enfant, lorsque Budapest était bombardée par les Alliés et occupée par les Allemands, et il y avait toutes les horreurs qui avaient lieu à l'endroit où ma famille, et pour lesquelles je ne me souviens pas consciemment, la, la mémoire émotionnelle est enregistrée dans mon système nerveux. Mais dans ma mémoire consciente, j'ai vécu la guerre du Vietnam. Et les Américains, vous savez, ont tué 2 à 3 millions de Vietnamiens. De la façon la plus horrible, avec du napalm, des bombes, des meurtres de masse, et ainsi de suite.
Mais au moins, les Vietnamiens avaient la capacité de riposter. Ils avaient les armes de la Chine et de la Russie. Et ils avaient un système anti-aviation. Ils pouvaient tirer sur les avions. Ils avaient une armée et l'expérience de la guérilla, hein. Encore une fois, on voit que le- les sous-titres automatiques, des fois, ça déconne un peu. Qu'ils ont gagné en combattant contre les Français. Et ils étaient une force de résistance efficace. Et ils ont finalement réussi à défaire les Américains. Donc, aussi horrible que cela a pu être, ce n'était pas à sens unique. C'est l'effet unilatéral de ce que nous observons. Et la liberté du développement de la technologie, que ce n'est pas juste quelques minutes dans les actualités de la nuit. Tu peux le voir sur YouTube, tu peux le voir sur Instagram, tu peux le voir sur TikTok. Donc c'est juste cette présence palpable de cette horreur sur nos écrans. Tout ce que j'ai à faire, c'est de prendre mon téléphone et je peux voir des gens brûlés vifs. Donc tout d'abord, la disponibilité de ça. Et deuxièmement, le côté absolument unilatéral. Et ensuite, l'hypocrisie complète, totale. Et la malhonnêteté de l'Occident, des médias occidentaux. Donc tu penses que tu deviens fou. Tu le vois en face de toi, avec tes propres yeux, ce qui est en train d'arriver. Ton, ton cœur te dit à quel point c'est horrible, à quel point c'est mauvais. Et il y a tous ces gens qui sont en train de te dire que c'est justifié. Cette déconnexion, cette dissonance cognitive en fait, est, est juste immense. Donc comment est-ce que les gens peuvent tenir avec leur sens moral? Comment est-ce qu'ils tiennent, comment ils peuvent se regarder dans le miroir, hein, on pourrait dire. Comment est-ce qu'ils font pour être conscients de ce qui est bon et de ce qui est mal? Et leur engagement pour la vérité. C'est un défi réel. Petite parenthèse, c'est d'autant plus important de relayer ce genre de vidéos, d'aller vous documenter sur ce genre de choses, je dirais même pour votre santé mentale, pour bien vous rendre compte, vous conserver, préserver votre santé mentale sur ce qu'est la réalité. C'est vraiment ce genre de vidéo qui remet les choses en perspective par rapport à ce qui est réel comparativement à l'écrasante propagande dont vous êtes victime. Et qu'en est-il? Donc là, il s'adresse à Gabor Maté en tant que Gabor Maté juif. Il lui dit, mais qu'en est-il du fait que Israël dit qu'il fait ça en ton nom?
Donc là, il le précise dans le nom au nom du peuple juif, ou alors au nom des juifs, ou pour les juifs. Donc la réponse de Gabor Maté est marrante, il dit eh bien, la seule chose que je peux faire, c'est de rire. Tout d'abord, si il nomme cela au nom des juifs, s'il fait ça au nom des juifs, ça rend automatiquement le monde antisémite. Parce que beaucoup de monde est ce qui est en train de se passer. Peut-être pas les dirigeants, mais des milliards de gens dans le monde. Et donc là, il s'adresse aux dirigeants israéliens, il dit mais est-ce qu'ils veulent vraiment que les gens soient contre les juifs? Donc s'ils veulent ça, alors continuez de dire que vous faites ça au nom des juifs. Je veux dire, c'est juste absurde. Deuxièmement, cela n'a jamais été vrai. Le sionisme n'a jamais connu un consensus à 100%. Euh, Ça n'a jamais été l'idéologie. Il n'y a jamais eu de consensus de cette idéologie parmi les juifs. Mais depuis le début des gens parmi les juifs se sont opposés au sionisme. Pour, pour tout un tas de raisons. Pour des raisons religieuses, d'autres pour des raisons politiques, d'autres parce qu'ils ont vu ce que ça voudrait dire de faire aux Palestiniens. Certains parce qu'ils ont vu ce que ça ferait pour l'âme juive. Comment est-ce que ça corromprait l'âme des juifs? Comment est-ce que ça transformait les juifs en oppresseurs? Maintenant, le fait est que maintenant, le sionisme parmi les juifs occidentaux, c'est l'idéologie majoritaire. Et alors, c'est un phénomène temporaire. C'est juste une absurdité. Et ils ne le font même pas au nom de tous les Israéliens. Qu'en est-il des Israéliens qui s'opposent à ce qui est en train de se passer? Euh, une petite, euh, une petite partie, mais toujours. Dans la tradition juive, vous savez, il y a une dynamique merveilleuse dans laquelle les diseurs de vérité qui disent aux dirigeants et aux gens ce que vous faites est mauvais. Cela va à l'encontre des lois divines. Cela va à l'encontre des vérités divines. Et ces gens sont appelés des prophètes. Et les prophètes sont toujours en train de dire aux gens et aux dirigeants, non, ce que vous faites pas moralement, n'est pas moralement défendable et indéfendable moralement. J'honore cette tradition dans le judaïsme. Nous sommes des diseurs de vérité,
en face de la puissance, en face du nationalisme, et c'est considéré comme étant de valeur supérieure. Donc c'est juste ridicule, je ne prends pas ça sérieusement, de cette chose qu'ils font en mon nom. Donc j'ai pu le, le croire par le passé, mais c'est trop absurde. C'est trop pas vrai. Et c'est même c'est- c'est- et ça n'a même pas de valeur de répondre à ça. Est-ce que tu penses que le sionisme est temporaire? Personnellement, je pense, en fait, j'ai pensé ça depuis de nombreuses années maintenant, et je pense que le sionisme sera vu, à- sera reconnu dans l'histoire juive comme l'un des plus grands désastres de l'histoire juive. Voilà la chose. La seule raison, euh, qu'est-ce qu'Israël? C'est un petit pays avec 7 millions de juifs. Qu'est-ce que vous pensez qui donne de la puissance pour dominer le Moyen-Orient? Les États-Unis, la puissance impériale. Les puissances impériales, d'abord le Royaume-Uni et la France, et maintenant les États-Unis. Donc maintenant, vous pouvez faire trois hypothèses à propos de pourquoi les États-Unis soutiennent Israël. Donc l'une d'entre elles est que l'Empire américain, aime les Juifs. Mais bonne chance avec celle-là. Les empires n'aiment personne. Ah, vous savez, il n'y a aucune raison pour laquelle ils aimeraient les Juifs. Ça n'a pas de sens. Deuxièmement, les Juifs contrôlent les États-Unis. Euh, Parfois, cela peut paraître être le cas, mais lorsque il s'agit de la politique étrangère, euh, mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas vrai. La- les corporations qui dirigent, les géants, les méga géants économiques qui contrôlent réellement la politique américaine, ils ne sont pas juifs. Mais il y a un lobby juif puissant qui contribue, mais c'est pas lui qui est au pouvoir. Euh, il y avait un lobby chinois puissant jusqu'à ce que les États-Unis décident de reconnaître la Chine. Et le lobby chinois s'est évaporé. Donc l'Amérique, l'Empire américain n'aime pas les Juifs, ou n'importe ou personne. Deuxièmement, les Juifs ne contrôlent pas les États-Unis. Ce qui nous laisse la troisième raison, et c'est que l'intérêt de l'Empire américain est de soutenir Israël. Et Joe Biden a dit que si nous n'avions pas Israël, nous aurions créé
Ils auraient créé un bulldog militaire qui peut dominer et intimider le, le Moyen-Orient arabe. Et ça marche très bien de cette manière. Mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les empires changent. Et si tu veux savoir ce qui arrive aux clients de l'Empire américain lorsque l'Empire américain décide de ne plus participer, regarde ce qui s'est passé aux généraux au Vietnam. Ou regarde ce qui s'est produit, ce qui est arrivé à de nombreux à petits dictateurs latino-américains. Donc ça peut ne pas être pour toujours que l'Amérique déclare ses intérêts comme étant alignés avec Israël. Mais il y a même un point plus puissant. Les empires ne durent pas éternellement. L'Empire romain a duré des milliers d'années, même plus. L'Empire britannique a duré quelques centaines d'années. L'Empire américain, qui a atteint sa position la plus puissante à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et après la chute de l'Empire de l'Union soviétique, il avait l'air de ne pas être dominant de façon permanente. C'est déjà en déclin. Il n'a pas gagné de guerre depuis longtemps. Il a provoqué beaucoup de dommages, mais il a dû dégager d'Irak, il a dû dégager d'Afghanistan, il a été défait au Vietnam, et économiquement, il est en train de perdre sa puissance par rapport à la Chine, à l'Inde. Donc cet empire ne va pas durer éternellement. Et Hannah Arendt, la grande philosophe juive, a dit en 1942, c'est une erreur de la part des sionistes de lier leurs intérêts à des puissances étrangères qui sont très loin, tout en aliénant la population locale. Euh, Ce n'était pas une erreur si seulement c'était la seule façon dont ils pouvaient faire cela. Et c'est ce qu'ils ont fait. Que va-t-il arriver à ce petit pays lorsque l'Empire américain, pour quelque raison que ce soit, ne sera plus là pour assurer leurs arrières, pour les remplir en armement, pour leur donner de l'argent, pour les soutenir diplomatiquement. Donc le sionisme sera vu comme un blip. Comme un blip, ce serait une petite parenthèse. Dans l'histoire juive, et il y a des zélés qui en 78, les zélotes, pardon, qui en 78 ont mené des révoltes contre les Romains.
Et il y a eu une guerre civile entre les Juifs et ça s'est terminé en désastre. Et donc le sionisme sera vu, à mon avis, dans ce genre de désastre dans l'histoire juive. Et il sera vu de cette manière-là par les Juifs. Ça va prendre peut-être 100 ans, 200 ans, je sais pas. Mais ce sera vu comme ça. J'ai envie de finir avec deux questions en une pour revenir sur le trauma. Nous, souvent, enfin au moins lorsque il s'agit de la Palestine, on mentionne uniquement les nombres. 42 000 personnes tuées, 102 200 personnes blessées, enfin entre 100 et 200 000 personnes blessées. Je me souviens, en 2008-2009, après l'opération Casley, bon, je sais pas le nom de l'opération, le Lancet, donc vous savez, le journal médical britannique, avait fait un rapport qui disait qu'à Gaza, 60% des enfants à Gaza, et on sait que à Gaza, c'est environ 50% d'enfants, et donc 60% des enfants à Gaza ont perdu euh, la volonté de vivre. L'opération Casley a duré 3 semaines et a tué 13 400 Palestiniens. Quel genre de cicatrice peut ce génocide sadique et sanglant peut laisser sur les enfants de Palestine? Et aussi, et ça sera ma dernière question, est-ce que tu es soucieux que Gaza, dans les yeux des régimes autoritaires, des autres régimes autoritaires et dictatures, et j'inclus ce qu'on appelle les démocraties, peut devenir la nouvelle norme? C'est la première question en 2004, avant que le Hamas ne devienne le, le parti dirigeant à Gaza. Il y avait un rapport psychiatrique de l'état post-traumatique des enfants palestiniens. 95% avaient montré des symptômes post-traumatiques, d'une manière ou d'une autre. Et en 2004, ces enfants étaient euh, ce- ces enfants-là en 2004, donc ça, en 2024, 20 ans plus tard, ils ont été le flux qui a mené à Israël le 7 octobre. Plein de désespoir et de rage. Personne ne parle de ça.
Et c'était avant les horreurs actuelles. À ce, à ce, mo- à ce moment-là, à ce niveau, maintenant, à ce point, je dois te dire, je ne suis pas confiant sur le fait que Gaza va même survivre en tant qu'entité. Euh, je ne suis pas confiant sur le fait que les Israéliens ne vont pas euh, réussir d'une quelconque façon à les forcer même à vivre dans une enclave plus petite et dans des camps de concentration plus petits. Et à ce moment-là, en ce moment, Israël semble avoir la main gagnante en termes militaires. Alors là, je sais pas trop ce qu'il a dit. J'ai de terribles foreboding. Là, j'avoue que je n'ai pas capté ce qu'il a dit. À propos de ça, donc je dirais des pensées, j'ai des pensées terribles à propos de ça, à propos de ce qui va se passer. Peut-être j'ai de terribles prévisions euh, ou, euh, ou prémonitions, ou pressentiments, voilà, je pense que c'est plutôt pressentiments, à propos de ce qui va se passer, de ce qui va arriver aux Palestiniens. Mais nous allons voir. Ils ont montré une résilience incroyable, un courage. J'ai visité Gaza, je suis allé dans les territoires occupés. Et je sais à quel point ils ont un cœur fort. Et la- j'ai la foi en eux, mais, mais l'histoire est parfois très cruelle. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Et j'ai oublié la deuxième partie de ta question. Et je, je me demandais si Gaza pouvait devenir la nouvelle norme. Et Israël l'a fait, alors pourquoi pas? Je pense que Gaza, je pense que un soutien plus large pour Israël, on, on- on vit dans un monde post-colonial où très peu de quelques puissances et entités économiques contrôlent la plupart du monde. Et l'inégalité est, tu sais, en train d'aller aller de pire en pire. Et donc les personnes, les quelques personnes au sommet du monde contrôlent plus de richesses que le bas, que les 50% les plus pauvres de l'humanité. Ce système doit être maintenu. Et l'une des raisons pour lesquelles euh, l'Occident soutient Israël, et soutient Israël de façon aussi viscérale, de façon aussi virulente, c'est parce que c'est une leçon pour le reste du monde. Euh, vous ne devriez pas nous défier. Sinon,
si vous voulez voir, si vous voulez savoir ce qui va vous arriver. Et donc c'est pour cette raison que ça doit devenir la nouvelle norme. Il y avait un article dans le New York Times ce matin à propos des Israéliens qui utilisaient les Palestiniens comme bouclier humain. C'est il y avait un article dans Le Monde ce matin à propos de comment le lit a été un nettoyage ethnique euh, pour le désert proche de la Cisjordanie. Ces choses sont rapportées, mais personne ne fait rien à propos de ça. Donc c'est la nouvelle, c'est le nouveau normal, la nouvelle normalité. Jusqu'à ce qu'un pourcentage suffisant de l'humanité se dresse et dise non, nous n'allons pas accepter cette nouvelle norme. Et donc c'est la raison pour laquelle toi et moi, nous sommes en train de parler. Aussi longtemps que nous respirons, que l'air rentre dans nos poumons, peut-être que nous contribuons à quelque chose à long terme. Et peut-être au moins au présent, que nous disons aux Palestiniens qu'il n'y a pas beaucoup que nous pouvons faire pour vous aider de façon pratique, mais au moins on vous voit. Et vous n'êtes pas seul. Et je pense que c'est important. Bon voilà, après voilà, c'est remerciements, tout ça, tout ça. Bon, bah, cette quatrième partie était plus longue, mais parce que voilà, je voulais finir au moins cette vidéo. Je vous invite à aller voir l'original, bien entendu. Je vous ai mis les liens dans la description des livres de Gabor Maté. Je vous ai mis le lien vers l'original, hein, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.